Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité, merci à vous d'être là. Je voudrais m'excuser tout d'abord de déficit d'élocution ce soir. J'ai quand même essayé de faire mon possible pour être le plus clair. Alors, cet exposé, je l'ai fait pour vous. Je ne vais pas le présenter les points avant de le développer. Vous découvrirez les points au fur et à mesure de son développement. Je dis simplement qu'il y aura 3 points. Un point qui portera sur la police, un deuxième point qui portera sur cette affaire de quasi-interdiction de procès qui a été proférée par le Premier ministre. Et puis le troisième point concernera l'aggravation de la condition d'inégalité en France depuis quelques décennies. Tout ça en une demi-heure, donc je vais essayer d'être assez succinct dans les explications. Alors, quand j'ai été invité à parler, Mohamed m'a demandé un titre. Et comme 3 jours après les tragiques événements de novembre 2015, on s'interrogeait pour savoir qui avait fait ça, m'a semblé peut-être, je me suis dit qu'il serait peut-être opportun de s'interroger aussi sur nous-mêmes. Et je me suis dit, qui sommes-nous pourrait être intéressant aussi. Qui c'est ce nous? Vous savez, on a dit qu'on nous avait attaqués pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous faisons, par exemple. Alors, qui sommes-nous? La caractéristique principale du dispositif de répression mis en place après la tragédie du 13 novembre 2015, eh bien, cette caractéristique principale réside dans le déséquilibre du rapport entre l'autorité judiciaire et la police, ou plus largement le pouvoir administratif. Non entravée par la lenteur supposée au réel de la justice et par les limites qu'elle imposerait à l'action de la police serait efficace. Dans ce contexte où la justice perd une partie de ses prérogatives, prévaut l'idée selon laquelle la police est professionnelle et républicaine et que par conséquent, les membres de la nation peuvent lui faire confiance. Alors arrêtons-nous un instant sur le déséquilibre entre l'autorité judiciaire, disons par commodité le droit, appliqué sous le contrôle du juge. Donc on va s'arrêter sur ce déséquilibre entre l'autorité judiciaire et la police. Le droit, alors qu'est-ce que c'est ce droit? Le droit place les policiers dans la position de ne pas juger a priori les personnes, mais de penser les situations afin d'agir avec discernement. Par conséquent, le policier républicain, respectueux du droit, donc, se reconnaît à sa capacité de déployer une activité qui ne se conforme pas à la mise en œuvre d'un mode opératoire prescrit et auquel il obéirait aveuglément. C'est à la capacité de développer une activité que se reconnaît la qualité du travail policier. L'agir policier professionnel est porté par une puissance de pensée. Tout le contraire donc de l'usage pur et simple de la force, c'est-à-dire de l'irruption à travers lui d'une toute-puissance, d'un tout est permis. Le policier qui ne pense pas, qui verse dans l'usage de la violence sans penser, se met dans une situation qui l'empêche de développer une subjectivité en adéquation avec sa fonction et interdit son identification par les autres en tant que républicain. En somme, parce qu'il constitue le cadre à l'intérieur duquel la pensée peut se développer, le droit permet aux policiers de s'élever à la condition d'une puissance, produisant son effet et investie de l'autorité publique. En ce sens, le droit n'est pas contraignant, mais libérateur. Il est libérateur parce qu'il balise l'action, ne permettant pas son dévoiement en brutalité. Le droit libère la pensée du policier, il libère sa capacité de création,
et libère l'activité policière. Je voudrais donc souligner le fait que les policiers, lorsqu'ils se conforment aux règles de la République, accomplissent leur mission en tant qu'hommes libres, c'est-à-dire porteurs d'une puissance de pensée leur permettant d'aller le plus loin dans la confrontation avec le danger, en préservant non seulement leur vie, mais encore leur vie en tant qu'être humain. Dans un monde où prédomine la référence à la force et à la virilité, on ne voit plus que la plénitude de l'action policière n'est réalisée que lorsqu'elle est encadrée par le droit, c'est-à-dire un élément qui lui est hétérogène. Alors qu'elle dépérit, cette action policière, elle dépérit et peut se laisser envahir par les penchants vers le tout est permis lorsqu'elle est abandonnée à elle-même. La confiance dont on parle tant dans le rapport qu'entretient la population avec la police, la confiance ne découle donc pas de la référence abstraite à la fonction de protection que la police assure. Non, la confiance est un effet de l'activité, l'activité qui est le creuset de la pensée. De sorte que la question qui s'impose toujours est celle de la prise en compte par l'État, et par les députés, etc., de la nécessité de rendre disponibles les moyens institutionnels et symboliques, en particulier les moyens judiciaires, permettant aux policiers d'agir en tant qu'êtres pensants, c'est-à-dire en tant qu'êtres humains. Aujourd'hui, où prédomine, comme une ritournelle, la référence à l'état d'urgence, dont on dit que les effets négatifs sur les libertés fondamentales seront neutralisés et largement limités par la miraculeuse constitutionnalisation prochaine de cet état d'urgence, eh bien, aujourd'hui, la confiance est sollicitée en dehors de l'appréciation du travail des forces de l'ordre. Or, lorsque la confiance est obtenue dans ces circonstances, c'est qu'elle est fondée sur autre chose que l'activité, et donc sur l'existence au préalable d'un lien d'affinité entre la police et les membres de la nation qui ont le sentiment qu'elle les défend et qui lui octroient donc cette confiance. De sorte que dans ce cas, la police perd son statut de bras armé de la justice. À travers elle, les membres de la nation, de cette nation-là, qui se croient, elle seule, défendue par la police, les membres de cette nation se font justice. Il apparaît alors que dans la déclaration selon laquelle nous serions en guerre, le nous renvoie à la partie de la nation qui se détache de la justice afin de se faire justice à travers l'action de la police. Mais quel est-il donc ce nous? Quelle est cette nation? Quelle est cette entité qui conduit aujourd'hui les hommes aux commandes de l'État, qui les conduit à s'éloigner de leur ministère, lequel les oblige pourtant à garantir les principes au fondement des institutions et ne pas abandonner les policiers à la pente qui les transformerait en justiciers. Je passe au deuxième point qui est celui de l'interdit de penser. Les policiers ne sont pas les seuls à être visés par le programme qui consiste à tourner le dos à la pensée. Nous tous, qui nous trouvons sur le territoire de la France, nous tous sommes pour ainsi dire sommés par tels représentants éminents des pouvoirs publics. Nous sommes sommés de cesser de penser la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ainsi a-t-il pu dire, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Fin de citation. Il s'agit là d'une sorte de mise en demeure tout à fait extraordinaire dans une démocratie, puisqu'elle signifie qu'il nous faut abdiquer notre autonomie
et suspendre notre capacité de concevoir, de former des idées, de les organiser et de donner un sens aux choses. À ma connaissance, jamais un exécutif contemporain n'est allé aussi loin dans l'injonction à peine voilée à renoncer à la fonction proprement humaine d'organiser le réel par la pensée. Tout se passe en effet comme si les situations terribles, insoutenables, que nous avons vécues en janvier et novembre de l'année 2015, au lieu d'aiguiser notre humanité, nous conduisaient au contraire à la déposer, cette humanité, à l'abandonner, à l'abjurer. Il est bien difficile de trouver quelques raisons à cette étonnante injonction, assurément insupportable aux yeux de tous ceux qui ne renoncent pas, quelles que soient les circonstances, et en particulier lorsqu'elles sont tragiques, ne renoncent pas à ce qui est au principe d'une vie digne d'être vécue, à savoir l'intelligence. Cette prescription est d'autant plus intolérable qu'elle porte aussi en elle l'interdiction morale de prendre au sérieux ceux qui ne renoncent pas à la pensée. Que peut donc bien signifier cette intolérance, choquante par sa démesure, qui affecte, au-delà de la liberté d'expression qu'elle abîme aussi, qui affecte la condition humaine elle-même, puisque la pensée est un attribut de l'humanité. Quelle trahison ces chercheurs ont-ils commise, qui justifieraient qu'un chef de gouvernement les signale comme dangereux pour qu'on s'en détourne? L'interdiction morale vise les chercheurs en sciences sociales, les sociologues en particulier, qui tentent, en suivant un protocole scientifique rigoureux, de repérer les déterminations de nature économique, sociale et institutionnelle, assignant toute une population, plusieurs millions de personnes, à une condition de vie difficile, parfois insupportable, susceptible de fragiliser subjectivement certains de ses membres, et notamment les plus jeunes d'entre eux. Une fragilité qui les rendrait plus vulnérables aux propagandes fanatiques qu'autrement ils auraient repoussées et peut-être même combattues. Si l'on convient que rien ne permet de déduire directement une quelconque justification des meurtres commis en novembre 2015 d'une explication sociologique, quelle serait la véritable raison de cette injonction? Quelle serait-elle? Elle se trouve sans aucun doute dans le seul fait que ce type d'explication sociologique rend explicite, rend visible l'appartenance de ceux que l'on soumet à la rigueur de l'état d'urgence à un ensemble plus large, lui-même assujetti à une inégalité foncière, alors même que la plupart de ses membres appartiennent à la nation. Or, cette visibilité, rendue possible par la sociologie, cette visibilité conduit à penser que la rigueur du traitement subi par les personnes concernées par l'état d'urgence est déterminée non pas tant par le degré de dangerosité réelle qu'il représenterait, mais par la condition inégalitaire à laquelle l'ensemble auquel ils appartiennent est assigné depuis fort longtemps. L'espèce de présomption de culpabilité, officiellement déclarée, qui sous-tend l'action des forces de l'ordre, visant à neutraliser des personnes sans que les preuves de la commission d'un acte délictueux soient juridiquement établies. Eh bien, cette espèce de présomption de culpabilité illustre parfaitement l'assimilation de ces personnes à une communauté toujours conçue comme étrangère et inquiétante. Des observateurs impartiaux ont relevé de nombreux abus, des effets collatéraux dévastateurs, je les cite. Ils ont relevé des comportements brutaux, offensants, humiliants dans la mise en œuvre de l'état d'urgence. Une fillette blessée, une porte dans un restaurant enfoncée alors que le propriétaire proposait de l'ouvrir avec une clé. Un homme de 80 ans
ayant fait un malaise après avoir entendu les détonations et menotté au sol, etc., etc. Dramatique ou grotesque, ces exemples révèlent l'abandon de la pensée par les responsables de cette rudesse, confinant parfois à l'inhumanité. Devant un tel gâchis, mais sans en tirer vraiment les conséquences qui s'imposent, le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire à tous les préfets le 25 novembre 2015 dans laquelle il rappelle, je le cite, « C'est parce que la perquisition administrative est une mesure exceptionnelle qui porte particulièrement atteinte aux libertés individuelles des personnes que les policiers ou les gendarmes qui y procèdent sont tenus d'être exemplaires dans son exécution. » Fin de citation. Obligé de s'immiscer dans le travail même des forces de l'ordre, un travail sans activité. Il écrit, le ministre, « Dans un premier temps et dans toute la mesure du possible, l'ouverture volontaire de la porte devra être recherchée. » Fin de citation. Le ministre qui écrit pour demander aux forces de l'ordre de tourner le bloquet et de ne pas enfoncer une porte avec un bélier. Voilà où nous en sommes. L'État, représenté ici par une police déroutée de sa fonction républicaine, semble abandonner son statut de tiers et s'aligner sur cette partie de la nation évoquée plus haut, dont certains des membres règlent depuis longtemps leur comportement social sur leurs conditions auto-attribuées d'authentiques habitants du pays. À travers le dispositif répressif mis en place, et même s'il évoque contiennement le respect du droit, l'État donne à penser qu'il prend parti en faveur de ce sous-ensemble de la nation identifiée à la vraie nation, à la nation authentique. Dernier point sur l'aggravation de l'inégalité. Le contexte historique dans lequel une partie de la population est maintenue dans une sorte d'extériorité interne à la nation change. Et ce changement du contexte historique aggrave les inégalités et détériore encore plus cette condition d'extériorité interne. Nous pouvons repérer deux séquences historiques significatives de cette aggravation, de cette détérioration de l'inégalité. Après la libération, l'inégalité perdure dans un contexte où le peuple anime et donne vie à la nation. L'activité y est présente dans tous les domaines, notamment celui du travail. L'activité donne sa consistance à la réalité du monde. Le peuple imprimant sa marque à la nation, les membres du groupe encore soumis à l'inégalité gardent l'espoir d'un dépassement de leurs conditions. La marche de l'égalité de 1983 entrait encore dans cette perspective d'espérance. À partir de la fin des années 70 et du début des années 80 du siècle dernier, l'organisation du travail change, une autre époque s'impose, la référence au peuple s'estompe progressivement puis disparaît. Le travail s'effectue en tournant largement le dos à l'activité. L'inconsistance des relations humaines l'emporte sur leur caractère vivant et concret. Le peuple n'anime plus la nation, et la nation se définit par rapport à l'identité. C'est l'époque où, même si l'horizon de l'émancipation se ferme concrètement, il demeure pourtant l'espoir d'une vie meilleure, parce que les principes, liberté, égalité, fraternité, sont encore présents et constituent une sorte de barrage symbolique, fragile mais effectif. Une troisième époque s'annonce depuis quelques années où la rhétorique autour des valeurs, la rhétorique et non pas les valeurs elles-mêmes, la rhétorique autour des valeurs qui fonctionne comme une auberge espagnole où chacun trouve le sens qu'il y apporte et fait mine de croire qu'il est partagé par les autres, eh bien cette rhétorique réduit la portée des principes et laisse le champ libre à la montée en puissance de la référence exclusive à la religion de l'identité. La religion de l'identité à la source d'un communautarisme majoritaire et virulent, un communautarisme majoritaire et virulent divise définitivement la nation et insuffle à la partie qui se pense authentique une force d'inimitié ravageuse. Dans ce contexte inédit, la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français n'est ni une simple erreur, ni une manipulation commise par des politiciens intéressés. Elle va bien au-delà. Elle est
cette déchéance, elle est le point d'aboutissement d'un long et profond processus de dégradation de la nation et de l'État. La déchéance de nationalité qui entérine officiellement l'inégalité, les hommes en charge de l'État comptent en faire, en l'incorporant dans la Constitution, un élément dogmatique, c'est-à-dire ayant valeur de vérité. Voilà, l'inégalité va avoir une valeur de vérité grâce à sa constitutionnalisation. C'est terrible, tout simplement. Par ce geste sans précédent, le Rubicon sera franchi. D'une certaine manière, le sort en sera jeté. Autrement dit, nous n'aurons plus de prise sur les forces aux penchants obscurs, jusque-là plus ou moins contenus, et nous ne pourrons pas non plus revenir sur cette rupture que constitue la déchéance de nationalité, rupture qui sera définitive. Ma conclusion est la suivante. Après avoir été porté par le mouvement d'une nation animée par le peuple et avoir été illuminé par la lumière de l'émancipation toujours renaissante, après avoir ensuite été soutenu par les principes qui maintiennent les hommes debout quand l'égalité réelle s'estompe et se meurt, nous voici entrés dans une époque où c'est nous-mêmes, armés de notre seule fragilité, qui devenons le dernier refuge offert aux principes sans mouvement et sans soutien. Saurons-nous maintenir ouverte la porte de l'émancipation, derrière laquelle on perçoit encore la clarté de la vie, lointaine et vacillante? Saurons-nous transmettre aux générations à venir cette ouverture de la porte de l'émancipation, afin que ces générations engagent peut-être une rédemption de notre monde? Telles sont les questions que les circonstances actuelles imposent et auxquelles nous ne saurions déroger. Je vous remercie de votre attention. Merci.